Alors, en fait, on va entendre Louis Fouché et ensuite on entendra Maître Carlo Brossa pour de nouveau avoir un debriefing légal, juridique et éthique. Louis, bonjour. Comment vas-tu? On t'entend pas. On n'entend pas? On t'entend pas encore? Ça va venir. Moi, je vais déjà... bon, je vais... David? Ok. Je vais déjà te présenter. D'ici là, ça va déjà se débloquer. Tu m'entends Donc, toujours pas? ah, Là, je c'est bon. parle un peu. C'est Ok. bon. Ouais. Ok, alors, Louis Fouché, tu es devenu un peu le nouveau héros populaire et à Marseille, bravo. Une voix qui s'élève pour les jeunes et pour le peuple, c'est magnifique. Donc, tu vas parler de Réinfo Covid. Réinfo Covid, c'est quelque chose que tu as créé, tu vas en parler. De l'individu, de la résignation de l'individu et de la peur vers le empowerment, je traduis en anglais parce que j'ai ton titre en anglais, vers la créativité collective et le courage. Alors je le fais en anglais et après c'est à toi la parole. So I'm introducing you to Dr. Louis Fouché, who is one of the new young hero of doctors and of the population, explaining in the street to people, calling, for more clarity, ethics, and to calm down, to be all really calm. So he has created Reinfo COVID. He's going to talk about it. It's a new collective citizen intelligence media. And he's going to talk about from individual resignation and fear towards a collective creative re-empowerment and courage. Merci Louis. On t'écoute. Bonjour Astrid, merci beaucoup de m'inviter à Stockholm depuis Marseille. Oui, c'est J'aurais ça. aimé être avec vous, Oui, plus de mais c'est bien liberté aussi là. à distance. I had prepared in English, so I didn't sleep tonight before to prepare, but I'm going to do it in French. That's going to be far Oui, yeah. better. And we will do it in English later. So, Okay, okay. that's great. So Louis is a medical Merci. doctor. Je m'excuse, j'ai même pas commencé avec ça. Voilà, Vas-y. je vais me présenter Ouais. si tu veux. Moi, je suis le docteur Fouché. Effectivement, je suis médecin anesthésiste réanimateur et je travaille à Marseille dans une réanimation qui s'occupe majoritairement de patients d'hématologie, des gens qui ont des lymphomes, des leucémies, et puis de gens qui ont des grandes brûlures, donc des gens qui vraiment ont été abîmés par des accidents de brûlure. Et on reconstruit la peau en même temps qu'on fait de la réanimation. C'est de la réanimation lourde et on a été amené à prendre en charge des Covid aussi, parce qu'on était une réanimation de deuxième ligne qui finalement, par la force des choses et par la déflagration de l'épidémie sur le système hospitalier nous a touchés aussi. Et puis, effectivement, je suis le porte-parole de ce collectif dont tu as parlé. Et je viens surtout parler de ça aujourd'hui, puisqu'on est dans la session média cet après-midi un petit peu, et puis organisation citoyenne quelque part d'une sorte de résistance. Et j'ai pas de conflit d'intérêt. Xavier en a parlé juste avant, mais voilà, moi j'ai 450 € sur la base transparence santé en France. Qui correspondent à des staffs de service en fait où à chaque fois on mettait 15 €, 20 € pour des petits déjeuners, des goûters. Et quand je m'en suis rendu compte, j'ai arrêté. Donc là, en l'occurrence, sur le Covid-19, j'ai vraiment aucun conflit d'intérêt. Et c'est une des forces de Réinfo Covid, c'est que finalement, moi, j'ai rien à gagner en fait dans cette histoire. J'ai pas d'enjeu d'argent. Et puis l'autre chose que je veux dire, c'est que je parle vraiment avec ma casquette de porte-parole de Réinfo Covid là et des médecins, mais pas du tout pour mon institution. Mon institution ne partage pas une bonne partie de mes points de vue et donc je parle pas pour eux quoi. Je veux pas trahir l'assistance publique, mais c'est une des choses très importantes dans l'histoire du collectif, ça a été la capacité de négocier cette liberté de parole, d'aller finalement la gagner par le rapport de force et par un rapport non violent de diplomatie et d'ambassade. Alors, je veux vous parler effectivement de la création de Réinfo Covid parce qu'il me semble que ça peut être inspirant pour un certain nombre de citoyens qui se retrouvent bloqués dans la peur ou la colère ou dans l'incompréhension et qui se sont mis derrière un mur de verre d'impuissance systématique, comme s'ils ne pouvaient rien faire, avec une certaine conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais une impossibilité à agir. C'est exactement de ça, en fait, Réinfo Covid. C'est-à-dire de cette perception qu'il y avait une tension de plus en plus importante entre la réalité de ce qu'on vivait à l'hôpital et de ce qu'on vivait en tant que citoyen dans les rues, où finalement, ça allait plutôt bien, et pas des chariots remplis de morts en train de se déverser sur les centres-villes avec des charniers
des bûchers pour brûler tous les gens qui étaient morts, loin de là. Et puis de l'autre côté, la narration médiatique et gouvernementale qui était de plus en plus étonnante, de plus en plus en dehors de la réalité. Et finalement, par quelque bout qu'on prenne cette crise, c'est une crise sanitaire d'abord, mais c'est une crise multisystémique qui touche en fait l'ensemble des facettes de notre société, à la fois au niveau social, au niveau sociétal, au niveau politique, au niveau médiatique, on en a parlé, au niveau démocratique, dans le partage du pouvoir, et dans le rapport des gouvernés et des gouvernants entre eux, une crise financière, une crise économique, une crise culturelle et artistique. On est en train de laisser mourir l'art, la beauté, sur l'autel sanitaire. Et donc, toutes ces crises, par quelques petits morceaux que vous la regardiez, c'est un diamant multifacette. En fait, elles disent la même chose. C'est-à-dire, c'est comme une fractale, où vous auriez le chou romanesco, hein, pour ceux qui connaissent pas les fractales, c'est qu'est-ce que soit le morceau dans lequel vous regardez le chou, il a toujours le même motif. Et finalement, c'est le même motif si vous le regardez au niveau sanitaire ou si vous le regardez au niveau démocratique. C'est celui d'une distance de plus en plus croissante entre la réalité et la narration qui en est faite, l'histoire qui est racontée sur cette réalité, qui n'a plus grand-chose à voir. Et donc, Xavier en a un petit peu parlé, mais ça commence au niveau sanitaire par raconter une histoire d'une interprétation algorithmique du big data, c'est-à-dire essayer de modéliser cette épidémie de manière mathématique, d'abord par Ferguson, puis par Cauchemaz et Fontanet en France, avec effectivement une grande opacité quant au code source, quant aux formules mathématiques utilisées. Il en a parlé, Vincent Pavant, qui est dans notre collectif, qui a créé Matinfo, qui maintenant sont plus de 15 mathématiciens qui essayent de fact-checker les fact-checkers, c'est-à-dire d'aller débunker les modèles mathématiques, se rendre compte qu'ils sont absolument faux. Puis on l'avait vu, en fait. Quand Emmanuel Macron nous dit qu'il y aura 400 000 morts, il se base là-dessus. Il n'y a pas eu 400 000 morts, à l'évidence. De même pour la première vague, de même pour la première épidémie. Et donc, on est face à une tentative de créer une réalité numérique, en fait, alternative, faite de nombres, hein, c'est ça que ça veut dire par numérique, qui n'est plus en rapport avec la réalité. Et c'est ce qu'on a perçu, nous, déjà dans les directives qui nous ont été données en réanimation dès le départ. On nous a dit il faut intuber précocement ces malades. Et il faut les mettre sur le ventre. Il ne faut pas du tout utiliser les systèmes d'oxygénothérapie à haut débit, l'Optiflow, etc. Il ne faut pas mettre d'humidificateur réchauffeur sur les ventilateurs, c'est-à-dire pas réchauffer l'air ni rien. Il faut mettre des filtres. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, toutes ces directives, une par une, étaient fausses. C'est-à-dire si on faisait l'effort de rester dans le réel, de rester dans la chambre des patients, de les traiter comme il faut, on se rendait compte qu'elles étaient même toxiques, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui était recommandé par nos tutelles, les professeurs parisiens, les sociétés savantes, etc., en fait, ne correspondait pas à la réalité. Et il y a un moment où c'est devenu extrêmement douloureux, puisque, alors même qu'il n'y avait plus d'épidémie réellement en cours en France en termes de morbidité, de mortalité dans le courant juillet et août, on nous a dit il faut être masqué dans la rue. Alors qu'on nous avait dit que ça ne servait à rien. Donc, il y a vraiment une incompréhension. Et de cette incompréhension est née une sorte de colère, en fait, et la nécessité d'envoyer un appel aux collègues. Donc, moi, j'ai envoyé un appel au sein de mon institution à tous les soignants, infirmiers, aides-soignants, médecins, chercheurs, universitaires, pour dire est-ce qu'on peut mettre en place une structure au sein de l'assistance publique de réflexion critique sur la politique sanitaire. Et on ne sera pas d'accord, tous les uns avec les autres. Et c'est tant mieux. Mais peut-être qu'on peut en parler parce qu'il y a des choses qui me choquent. Et moi, j'ai besoin en tout cas de me mettre en lien parce que j'ai l'impression d'être isolé derrière mon écran, isolé derrière mon énervement, derrière YouTube, etc., de rien pouvoir faire. Et ça finit par me rendre fou, simplement. Et finalement, à cet appel-là, ont répondu de très nombreuses personnes. De très nombreuses personnes qui ont répondu directement en disant oui, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas et ce serait bien qu'on en parle. Et puis, il y a eu des réponses publiques, des gens qui ont répondu à tout le monde. Et ces réponses publiques, elles sont intéressantes parce qu'elles sont beaucoup moins nombreuses. Sur la centaine de réponses que j'ai répondues, c'était une dizaine de personnes qui ont dit « Vous n'avez pas le droit de parler de ça. C'est dangereux. Vous êtes un dangereux complotiste. » Et j'ai rappelé chacune de ces personnes, un par un. Et je suis allé les voir, en fait, pour ceux que j'ai pu voir. Et certains ne m'ont pas ouvert leurs portes, ont refusé de répondre. Certains m'ont dit « Mais tu comprends pas, il va y avoir une troisième, une quatrième vague, on va tous mourir. » D'autres m'ont dit, tu sais, moi, je ne veux pas réfléchir, il faut qu'on reste unis. Et donc, je suis ce qu'on me dit de faire, point. Je veux juste appliquer ce qu'on me demande de faire. Et c'est intéressant parce que
plus le temps a passé depuis, plus je me rends compte que ces réponses-là, la peur, la conformité et la docilité au protocole, le refus, et puis je vais vous parler d'un troisième type de réponse qui était « je suis d'accord avec toi, mais tu sais, je vais être agrégé bientôt, j'ai pas trop intérêt à l'ouvrir. Et donc, je te soutiens personnellement, je t'appelle, mais j'ai pas envie que mon nom figure nulle part et je viendrai pas aux réunions, etc. » En fait, ces trois types de réponses-là, pour moi, sont les trois points de blocage clés à regarder le réel. La peur, la difficulté la volonté juste de ne pas réfléchir, parce que si vous réfléchissez, si vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et qu'on vous demande de faire quelque chose qui ne va pas, ça veut dire que vous devez vous positionner. Vous serez soit un résistant, soit un collabo. Tant que vous faites semblant que vous ne savez pas, vous pouvez faire, bon, ils font ce qu'ils peuvent, ouais, ils sont dépassés, ils ont peur des sanctions juridiques, etc. Vous pouvez faire semblant. Vous pouvez continuer à faire semblant et juste faire que les trains arrivent à l'heure. C'est le texte de Hannah Arendt que j'ai cité dans plusieurs entretiens, mais Eichmann à Jérusalem, c'est-à-dire ce procès de Eichmann à Jérusalem dans les années 70 à peu près, où Tzahal vient rapter en Amérique du Sud Eichmann, qui est un dignitaire nazi qui était en charge de la logistique des trains, un ingénieur en charge de la logistique des trains pour les camps de la mort, et il le ramène à Jérusalem pour le juger en public, avec les caméras de télé, etc., les journalistes. Et puis, plus l'interrogatoire place, plus les juges s'occupent de Eichmann, plus ils se rendent compte que c'est pas vraiment méchant en fait. C'est juste un abruti. Et lui, il le dit, moi j'étais en charge de la logistique des trains, je voulais juste que les trains arrivent à l'heure. Et elle a cette phrase qui est comme une déflagration dans l'histoire de la philosophie morale. Elle va parler de l'extraordinaire banalité du mal. Et donc je pense qu'il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui sont dans l'extraordinaire banalité du mal et qui surtout ne veulent pas le voir, parce que sinon, ils devraient se positionner et qui devraient sortir de leur zone de confort. Et puis il y a un troisième point majeur, à mon sens, qui est celui que si vous vous positionnez contre le discours dominant, vous pouvez être mis au banc, vous pouvez être séparé, vous retrouvez seul, une monade individualisée en orbite autour de la galaxie. Vous savez, ce cauchemar que tout le monde a fait enfant après avoir vu des films sur les spationautes, où vous êtes dans votre capsule tout seul, et puis vous continuez de tourner, et puis bientôt l'oxygène n'arrivera plus. Et donc, il y a cette peur-là aussi. En psychologie sociale, on dit que vos opinions, ce que vous dites, vos pensées, sont plutôt des tickets d'entrée sociaux pour permettre d'appartenir à un certain groupe que vraiment ce que vous pensez. La preuve en est, si vous allez dans un groupe d'amis qui est plutôt à gauche, vous allez parler plutôt à gauche. Si vous êtes plutôt à droite, un petit peu plus, ou, voilà, vous allez tolérer des écarts. Si vous êtes avec des écolos, vous allez être un peu plus écolo. Puis à la fin, ouais, tout ça c'est un peu vrai pour vous. Vous n'êtes pas fondamentalement opposé à rien de ce qu'on vous a dit, quoi, sauf s'il y a des choses choquantes. Hein. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos opinions même sont labiles et que le fond de l'être humain, c'est de vouloir être en lien, c'est de vouloir être avec l'autre. Et ça, c'est vrai, c'est juste, c'est extrêmement juste. Et donc, si vous commencez à l'ouvrir contre la parole dominante, il y a des chances que vous vous retrouviez tout seul. Donc justement, moi, j'ai pas voulu rester tout seul. Et donc, on s'est mis très rapidement à plusieurs. Et les gens étaient plutôt lumineux parce que c'était à la fois des gens un peu marginaux, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà accepté que potentiellement, ils pouvaient être exclus du système. Ils avaient déjà cette liberté de ton, là, si vous voulez. Et c'était déjà mon cas avant. J'ai déjà critiqué de manière très importante le système de santé, alors même que j'étais en charge de l'accréditation et de la certification HAS. Donc, j'avais déjà cette liberté de ton avant. Et il faut que j'avance un peu, mais ça fait 13 minutes. Et on s'est mis ensemble. On s'est mis ensemble et on s'est donné 4 raisons d'être. Parce qu'il nous semblait que ces 4 raisons d'être, c'était sortir de la peur d'abord. Parce qu'il semblait que ça paralysait tout le monde. Ensuite, on s'est donné comme raison d'être de rouvrir l'espace du débat démocratique et scientifique, parce qu'il nous semblait complètement verrouillé. On voyait autour de nous des médecins qui étaient plus capables de se faire vraiment une idée sur l'hydroxychloroquine ou sur les traitements antiviraux, et qui suivaient la méta-analyse BFM. Donc, ça, c'était vraiment dommage, parce que ça voulait dire des scientifiques, des médecins sont même plus capables, sont prolétarisés eux-mêmes dans leur propre savoir. Donc, ils appliquent un protocole qu'ils ne comprennent même plus. Donc là, on a vraiment besoin de retravailler au niveau scientifique, parce que actuellement, vous avez plus de 200 études sur l'hydroxychloroquine. Et en fait, les gens continuent à penser que peut-être ça marche pas, parce qu'on l'a concaténé avec Didier Raoult et qu'ils n'aiment pas Didier Raoult.
Ça pose problème. Et à un moment, il va falloir dire c'est deux choses séparées. Et c'est la grande chance de l'ivermectine. C'est que l'ivermectine n'est pas concaténé à Didier Raoult. Et donc, c'est peut-être même un très grand coup de Didier Raoult, si ça se trouve. C'est qu'il a mis tout son poids sur l'hydroxychloroquine pour que les médias laissent tranquille l'ivermectine et que l'ivermectine puisse faire son trou. On verra. L'histoire n'est pas terminée. Mais c'est pareil. Si je discute avec un chef de service que je connais très bien, il y a quelques jours, je lui parle de l'ivermectine. Elle me dit, ouais, il n'y a pas d'études. Et je lui montre, mais il y a plus de 40 études sur le sujet. Et dont plus de 15 en peer reviewing très clair, quoi, avec à la fois des méta-analyses, des essais randomisés, etc. Enfin, il n'y a pas photo, quoi. En préventif, en curatif, ça marche, quoi. Et il était surpris, en fait. Alors même qu'il est chef de service, qu'il est censé savoir ça. Et donc, on se rend compte que les médecins eux-mêmes sont prolétarisés. Par prolétarisés, j'entends, ils ont perdu leur savoir, perdu leur savoir-faire et perdu leur savoir théorisé. Et rouvrir l'espace du débat démocratique, parce qu'au niveau démocratique, c'était encore pire. C'est-à-dire que là, il n'est même pas question de discuter est-ce que c'est utile les masques dans la rue? Est-ce que les masques pour les enfants, qui ne sont pas malades, pas vecteurs, pas réservoirs, c'est utile ou est-ce que c'est une perversion? Est-ce que les tests en population générale qui sont plus dans les mains des médecins, c'est vraiment une bonne chose que ce soit les ARS qui prescrivent les tests et tout ça, qui fait qu'on a une épidémie de tests et que les gens passent leur temps à paniquer en leur disant il y a 40 000 nouveaux cas par jour. Non, il y a 40 000 tests PCR à SARS-CoV-2 positifs, donc vous ne savez pas de quel kit ils appartiennent, quel gène on a ciblé et quel est le CT qu'on a choisi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La seule chose que vous pouvez dire, c'est qu'il y en a 86% qui sont asymptomatiques et il y en a 93 à 97% qui sont bénins ou asymptomatiques. Donc, ça va, soufflez un grand coup, tout va bien, quoi. Donc, l'espace du débat démocratique, là, actuellement, la décision est prise par quelques personnes dont eux-mêmes, on peut se demander s'ils sont incompétents, prolétarisés, malhonnêtes, s'ils sont les marionnettes du grand capital. Voilà. Et ces crises-là ne sont pas nouvelles, si vous voulez. Que les hommes politiques, qu'il y ait une corruption systémique dans le monde politique, dans le monde scientifique, ce n'est pas nouveau. On ne le découvre pas avec le Covid. Hein. La publication sur la corruption systémique en santé et dans la publication scientifique, elle date depuis plus de 15 ans. Il y a plus de 2000 références universitaires sur le sujet. Il y a déjà 3 éditeurs en chef ou 4 éditeurs en chef de grandes revues qui se sont exprimés, que ce soit Richard Horton, Kamran Abbasi ou d'autres, qui en ont déjà parlé. On sait très bien que les études sont frelatées et qu'elles servent à vendre des médicaments, avant même de servir à nous faire savoir s'il y a de la réalité. Sauf qu'on n'a pas d'outils bien meilleurs, et donc on sert quand même de ça, parce qu'il y a quand même des scientifiques intègres. Pareil au niveau politique. Donc, ouvrir l'espace Il y a de des débat journaux, démocratique. tu peux peut-être mentionner qu'il y a des journaux à politique éditoriale en conflit d'intérêts total, comme le Systematic Cochrane Review avec Dr. Goetz qui s'est fait virer il y a 1 an par l'équipe de Bill Gates et qui ont repris des journaux scientifiques et qui décident de la médecine de demain. Tu peux peut-être mentionner ça parce que c'est un grand changement de paradigme. Ouais, c'est très intéressant ce dont tu parles. Je voulais y venir un petit peu plus tard, mais c'est que la désagrégation, actuellement on est dans un effondrement. Comme les collapsologues en parlaient il y a quelques années, et voilà, on est en cours d'effondrement de notre société de plein de manières différentes. Mais cet effondrement est une très bonne chose. La crise qui nous secoue actuellement ouvre un grand nombre de possibles. Enfin, elle secoue des choses dont on pensait qu'on ne pouvait pas les secouer. Et donc, la destruction petit à petit de la publication scientifique, on va dire mainstream actuellement, sa désagrégation, le post-vérité à laquelle elle fait face, ouvre de très nombreux possibles, puisque les grains qui la composaient, c'est-à-dire les scientifiques, là-dedans, vous avez quelques pervers paranoïaques attirés par l'argent et le pouvoir, mais quelques-uns, très peu, qui avaient perverti le système. Et puis, vous avez l'immense majorité des chercheurs et des scientifiques et des médecins qui, en fait, sont des gens intègres, qui cherchent le bien commun, cherchent à bien soigner les gens. Et ceux-là, d'un coup, réapparaissent, retrouvent leur liberté et se mettent à faire les revues dont tu parles, se mettent à faire du préprint, en fait, en disant, voilà, moi, je fais un site de préprint, et puis les gens regarderont. Se mettent à ouvrir leur base de données, comme le fait l'IHU, là, c'est quelque chose de très étonnant, de mettre toute la base de données sur le Covid en open source, en accès open source pour tous les chercheurs. C'est-à-dire que n'importe quel chercheur peut publier à partir de leurs data. C'est nouveau, hein, c'est pas dans le système habituel de publish or perish. Hein. Le fait que le public se mette à faire de la science. Réinfo Covid collige des datas actuellement, et on en rêvait depuis des années de cette démocratie de la recherche, en fait, de cette recherche participative, sans arriver à le faire. Ça y est, c'est en train d'arriver, et on est en train de le poser. Le fait aussi de revenir à du savoir vernaculaire, c'est-à-dire
des très vieux savoirs qu'on avait avant, médicaux, le fait de réutiliser des molécules anciennes, le fait de se réouvrir à de la sagesse populaire, à d'autres médecines. Parce que finalement, la médecine de ces quelques dernières années, dirigée par les grands laboratoires, avait décidé de se rendre complètement aveugle à toute alternative. Sauf que dans Biba Magazine, dans Santé Magazine, partout, bah, toutes les bonnes femmes, entre guillemets, mais tous les bons hommes aussi commençaient à se dire, tiens, avec un régime comme ci, comme ça, je me sens mieux. Tiens, quand j'arrête de manger tel truc, et ont mis en place des stratégies thérapeutiques que si moi, je leur prescrivais, ils ne le feraient pas. Des choses comme des régimes sans gluten, des régimes sans trucs, etc. Et eux arrivent à le faire avec des résultats que nous, on ne sait pas mesurer, mais qu'eux arrivent à mesurer sur des critères subtils, nuancés. Et ça, c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver dans notre science et dans notre médecine et de réouvrir énormément de possibles. Bon, voilà, donc ça, c'est la réouverture du débat scientifique et démocratique. La troisième chance, c'était d'infléchir la politique sanitaire. C'est-à-dire qu'on avait vraiment cette ambition-là d'aller essayer de changer les choses pour que ce soit plus proportionné et plus juste, en se disant il y a quelque chose de disproportionné et les effets collatéraux de la politique sanitaire ne sont jamais regardés, comme s'ils n'existaient pas. Alors qu'on passe notre temps en médecine à essayer de peser la balance bénéfice-risque de ce qu'on fait, bah là, les risques d'aller fermer les magasins, d'aller confiner tout le monde, d'aller mettre des masques à des enfants, d'aller mettre des masques aux nounous qui gardent les enfants de 3 ans, enfin, non, on n'en parle pas, ça n'existe pas. Sauf que c'est pareil, ces risques, ils sont arrivés par la petite porte et de manière interstitielle, ils viennent dans toute la vie publique. On va tous très mal. Les vagues de suicides, les vagues de détresse psychologique, sociale, des artistes, des restaurateurs, des petits entrepreneurs, en fait, sont massives là. On va tous très mal. Mais encore une fois, on peut se dire c'est une chance. Parce que d'un coup, on va arrêter d'attendre un messie, on va arrêter d'attendre de l'État que ce soit lui qui fasse quelque chose. Les gens vont s'entraider. Et moi, c'est mon espoir, si vous voulez, avec Info Covid, c'est que là, on s'entraide et que les gens aident les restaurateurs à passer l'hiver, qu'on aide les gens qui vont pas bien à passer l'hiver. Alors, comment est-ce qu'on a... Et puis enfin, mettre en lien tous les gens qui veulent agir. Alors, comment on a fait ça en pratique? Bon, on est nombreux, hein, maintenant, on est très nombreux. Et donc, c'est compliqué de gérer un collectif en essayant en plus que ce ne soit pas une pyramide tyrannique. Donc, c'est très loin d'être une pyramide tyrannique, je vous assure. Je ne suis pas le tyran, loin de là. Je suis le porte-parole, en fait. Et au contraire, on est dans une raison d'être collective, les 4 points dont je viens de vous parler, mais laisser l'individu faire son étincelle individuelle. Parce que si l'individu est protégé par le collectif et une raison d'être qui est claire, déjà, il ne va pas dépasser ce qu'il doit faire, il ne va pas devenir un tyran, mais en plus, il peut s'exprimer. Donc c'est en ça où on est dans une gouvernance très alternative d'habitude. On n'est ni complètement horizontal façon néo-marxisme, où tout le monde doit faire pareil, ni complètement vertical où il y aurait quelques tyrans. Pas du tout. Ça n'empêche pas que c'est pas facile, hein, que ça va pas tous les jours de soi. On se réunit beaucoup, on discute beaucoup, et puis on n'est pas d'accord sur plein de choses. Il y a des crises aussi. Enfin voilà, c'est pas tout rose bien sûr, mais c'est un chemin passionnant parce que les gens que j'ai rencontrés pendant tout ce temps-là, ils sont absolument lumineux, m'apportent énormément de choses. Qu'est-ce qu'on a cherché à faire? D'abord, on a mis un groupe de chercheurs, d'universitaires, de citoyens, pour créer du contenu critique et scientifique. C'est-à-dire lire la littérature, essayer de savoir, et un contenu scientifique qui servent nos objectifs quelque part. C'est-à-dire, est-ce que voilà, tous les gens qui parlent dans le grand public passent leur temps à citer les études qui défendent éventuellement le fait de confiner et tout. Nous, on est au clair qu'il y a un problème profond sur le confinement, sur la fermeture des bars et restos, sur les masques dans la rue, sur le masque, etc. Et puis, on a essayé de sortir d'une analyse dualiste, d'être pour ou contre à chaque fois, mais au contraire de dire non, c'est plus nuancé que ça. Peut-être que les masques, c'est pas oui ou non. C'est peut-être plus subtil. Peut-être que les FFP2 pour les gens fragiles, bien utilisés, c'est bien. Peut-être que les FFP2 pour les réanimateurs qui intubent, c'est essentiel. Peut-être que les masques à l'hôpital, quand on côtoie des gens fragiles, en fait, c'est vraiment pas mal, à la fois pour les patients et à la fois pour le personnel, pour peut-être diminuer la transmission auprès du personnel. Mais peut-être qu'il ne faut pas non plus rester dualiste sur c'est le masque, mais qu'il faut se laver les mains, réfléchir aux autres modes de transmission. Enfin voilà, on a essayé d'ouvrir à chaque fois, de déplier les choses, plutôt que de les maintenir complètement pliés en regardant par le tout petit bout de la lorgnette, comme le font les fact-checkers. Et on a fait une deuxième chose, c'est qu'on a dit c'est bien beau la science, mais on vient de dire que le système était corrompu. Et donc, on va regarder d'autres éléments. On va essayer de remonter des témoignages de terrain, de vrais gens. Et donc, on a fait un appel à témoignages. On a ouvert Réinfo Covid à ce que des citoyens viennent nous parler, des chercheurs, des universitaires, des médecins, des soignants, des aides-soignants, des infirmiers. Et là, bon, il y a plein de noms que j'aimerais citer là. Je ne vais pas citer tout le monde parce que je ne sais pas s'ils veulent bien ou pas, mais je vois les visages des gens et ça me met de la joie au cœur en fait, parce que
On a tout un groupe d'orthophonistes qui s'est chargé de ça et qui a pris des gens là où ils en étaient. Et là où ils en étaient, parfois, c'était avec très gros sur la patate, avec vraiment une énorme souffrance sur tous les plans du Covid. Et c'était des témoignages pas utilisables pour nous, parce qu'il y avait trop de choses. Et donc, elles les ont fait vraiment accoucher très doucement, avec beaucoup de bienveillance, de quel était le point le plus dur, qu'est-ce qui leur faisait le plus mal dans cette histoire. Et puis, à les aider à dépasser la colère, à dépasser la peur, à dépasser la tristesse, pour aller sur le fond, gratter quel était le besoin fondamental. Et je pense que le recueil de témoignages qu'elles ont fait, qu'elles continuent à faire, et il et elle, hein, c'est des garçons et des filles, en fait, il est quasiment thérapeutique. C'est-à-dire qu'il a un rôle de psychologie et de psychothérapie extrêmement utile et même nécessaire, on va dire. Parce qu'on a des gens qui étaient vraiment pas loin du suicide, en vrai. Et rien que le fait de se remettre en lien avec nous, de recevoir une écoute empathique, ça a complètement changé la donne. À tel point qu'on s'est dit, ce recueil de témoignages, au départ, il était pour nourrir du savoir, de l'intelligibilité sur le réel, mais il a aussi un rôle thérapeutique et d'action. Et si on faisait une chaîne SOS Amitié, comme dans Le Père Noël est une ordure, vous savez. Et donc, on en est là. On va peut-être ouvrir ça pour le mois de janvier. C'est une idée, en tout cas, qui est vraiment dans les tuyaux pour nous, parce qu'on sent qu'il y a un vrai besoin derrière. Le deuxième chose, ça, c'était le champ d'intelligibilité sur le réel. Reprendre de l'intelligibilité sur le réel. Parce que jusqu'ici, on ne comprend rien. Et les sophistes des médias et du pouvoir passent leur temps à nous manipuler, à nous balancer des chiffres où on ne comprend rien, des punchlines dans la confusion et à nous hypnotiser pour nous dire c'est très grave, on va tous mourir, les réas sont dépassés, il faut vous vacciner. Voilà, on a compris qu'il y avait une embrouille, que c'était ce qu'on appelle un yes set en hypnose, c'est-à-dire une séquence d'acquiescement. On vous met des propositions les unes avec les autres pour vous faire accepter la dernière qui n'était pas évidente à accepter. Donc là, il y a vraiment une manip grossière. Quand on a fait de l'hypnose, comme moi ou comme pas mal de gens dans le service, enfin dans Réinfo Covid, bon, on est complètement protégé, quoi. On se dit, il y a un loup. On va aller gratter ça de plus près. Donc le deuxième champ, c'était celui de la guerre de l'information. Et on a appelé cette guerre au départ. Mais on a touché du doigt au fur et à mesure, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, qu'il s'agissait plutôt d'une voie de non-violence. Et la non-violence, ça ne veut pas dire vous vous couchez par terre, vous allez vous reprendre une bugne, après vous en êtes pris une et faire le dos rond. Non, non. La non-violence, ça veut dire que vous êtes capable de tenir un rapport de force. Et vous êtes capable de faire jaillir de ce rapport de force une discussion, peut-être même de la coopération, en tout cas de faire jaillir autre chose que du conflit, de la violence et de la peur. Et donc ça a vraiment été pour tout le collectif, là, l'idée de transformer cette colère face au déferlement totalitaire, on y reviendra peut-être dans les questions, ce que j'appelle le déferlement totalitaire, mais cette colère, de la transformer en courage, de l'utiliser et d'être vachement plus centré, d'être même joyeux, en fait, d'être capable d'en rigoler, de se mettre en lien. Et l'idée, ça a été de recréer effectivement un médium, au sens strict, hein, c'est-à-dire un site internet, une chaîne YouTube, un Instagram, un truc, plein de choses auxquelles je comprends rien. Hein, moi, je suis voilà. Donc, c'est ça mon téléphone, donc vous imaginez bien que je ne peux pas être un activiste numérique. Et là, on a énormément de talents qui sont venus. Et je rends grâce à Aude qui a fait le site en premier avec Fred, etc., qu'on fait un premier site et on a bricolé. Et puis petit à petit, c'est devenu de plus en plus beau. Et puis petit à petit, il y a de plus en plus de gens qui nous ont rejoints, qui nous ont offert de nous aider de manière bénévole, en comptant pas leur temps. Et tout Réinfo Covid est bénévole. Travaille le soir, la nuit, en plus de la vie de famille, des enfants, en plus de la vie de couple, en plus de la vie professionnelle. Ça tire très très fort sur la machine, mais on en tire une satisfaction extrêmement importante. Et ça, j'aimerais vous le transmettre parce que à tous ceux qui veulent ouvrir un Réinfo Covid, allez-y, parce que Réinfo Covid n'a pas vocation à devenir tutélaire ou à absorber tous les mouvements citoyens, loin de là. Non, non, nous, on a vocation à être des pathfinders en anglais, juste on ouvre des brèches et allez-y, en fait, engouffrez-vous dedans. Il y a de la place pour des médias citoyens qui vont aller parler aux gens. Et donc, on a fait une tribune hebdomadaire, etc. Puis notre idée, c'était de parler sur le numérique, mais surtout parler dans la réalité. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'on nous avait dénié, c'était le droit de parler. Et ben on l'a pris. Et on a fait plus que le prendre. On l'a pris même sur moi, avec mon travail, ça a été un des conflits sur lequel on est sorti de manière diplomatique et intelligente avec mon institution. Il était prévu que je n'ai pas le droit de parler. Il était prévu de me faire taire. C'était dans les bacs des différents professeurs de mon institution. Et ben non, le fait de tenir le rapport de force et d'être nombreux, et voilà. Et c'est ça le troisième point, c'est qu'on nous a empêchés d'être ensemble.
Alors que je vous l'ai dit dès le départ, l'être humain est un être de lien, un être d'échange, un être de mimique, de visage. C'est Emmanuel Lévinas, hein, la beauté du visage de l'autre, la rencontre des visages. C'est ce qui fonde l'éthique du care en santé. Hein. Et ben, nous sommes des êtres d'amour et de lien très profondément. Et on peut pas nier ça, c'est pas possible. Sinon, on va chercher à se mettre en lien de tous les côtés. Et c'est ce qu'on s'est dit, c'est que notre impuissance systématique, ce mur de verre à changer quoi que ce soit, il était lié au fait d'être seul. Et qu'à partir du moment où on serait nombreux et on serait en lien, d'un coup, on allait réussir à changer des choses. Petite victoire par petite victoire, hein. On va pas tout changer d'un coup. Et puis, il n'est même pas question de tout changer, peut-être j'y reviendrai après, mais il est question de tenir le temps que ça s'effondre et de proposer des alternatives ensuite, d'ouvrir des brèches. On ne cherche pas à décaniller le gouvernement, on ne cherche pas à décaniller les fact-checkers, on se contrefout des gens qui crient, qui nous hurlent dessus. Ça glisse comme sur la peau d'un canard, quoi, sur les plumes d'un canard. Non, nous, on cherche à tenir, bien groupés, à former un pack, comme en rugby, comme dans certains livres de Alain Damasio qui s'appelle La Horde de Contrevent. Et dans ce déferlement, de cette bourrasque qui nous tombe dessus, de garder du bon sens, d'être cramponnés les uns aux autres déjà, tous différents les uns des autres, avec toutes nos beautés multiples et plurielles, et puis d'être cramponnés à des choses de bon sens. Nous ne sommes pas nés pour être dans un monde transhumaniste où nous avons un vaccin dans les fesses tous les 2 mois, une pilule pour avoir le droit d'exister. Non, c'est pas un avenir souhaitable ou désirable. Il n'y a personne qui peut souhaiter ça, à part Laurent Alexandre, ou à part les gens qui feront de l'argent à partir de ce système-là. Donc, nous, on cherche à ne pas être face à ce truc-là, totalitaire, transhumaniste, les Khmers blancs, j'ai appelé ça, hein, c'est clairement technosanitariste. Il va y avoir un déferlement de violence, et on le sait, un déferlement de violence populaire dans les rues, etc. Nous, on pense que c'est pas souhaitable non plus, parce que ça aboutira à un autre totalitarisme. On cherche une troisième voie qui essaye de la non-violence, plutôt à la façon de Gandhi ou de Martin Luther King, et on essaie de la tenir. Donc voilà, donc pour mettre en lien, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que tous les collectifs citoyens, enseignants, avocats, parents d'élèves, médecins, en fait, on est allé leur dire, mais mettez-vous avec nous, on va vous donner à voir ce que vous faites les uns aux autres. Les tracts que vous aurez fait, les actions dans la réalité que vous avez fait, on va les montrer, nous, sur notre chaîne, etc. On va vous donner à voir les uns aux autres les réussites, les échecs, pour vous inspirer. Et puis, les gens qui sont perdus, on va servir de plateforme de redispatching. Ils sont tout seuls, ils sont en colère, etc. Ils nous écrivent. Et on leur dit, mais juste à côté de chez vous, il y a ça. Allez-y. Et puis, ce collectif, c'est pareil, nous, on a plein de médecins. On est plus de 450 en tout, on est 45 vraiment dans le cercle cœur, mais dans les contributeurs au global, on est plus de 450, avec une communauté de 20 000 personnes abonnées à la newsletter, 50 000 personnes qui regardent la chaîne YouTube. Et ben, ces gens qui sont tout seuls, ces collectifs, on va leur donner un médecin aussi. Parce que vous êtes quand même vachement plus crédible en allant voir la directrice de l'école si vous avez un médecin avec vous. Donc ça, c'est en cours. Et les collectifs de parents, on va leur donner ça. Et puis si ce médecin, en plus, il a de l'information qui vient de notre groupe Comprendre, là, de notre groupe Intelligibilité, et qu'il a quelques punchlines de témoignages, c'est pareil, il va être vachement plus crédible, il va être armé en fait. Donc nous, notre but, c'est mettre les gens ensemble, leur donner des armes pour qu'ils changent le réel. Et pour qu'ils aillent vers un monde plus beau, en fait, et plus fraternel, plus libre, plus égalitaire. Voilà, on a une belle devise en France, on essaie de la tenir, quoi. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'il faut rester dans l'état de droit. Ça, c'est Maître Brusa avec qui on en discute. Mais si vous laissez filer ça, si vous laissez filer le droit, que des décisions arbitraires sont prises dans les universités, où elles mettent en avant le masque, par exemple, et vous mettent à pied, vous font virer comme ça, alors même que l'enseignant-chercheur est protégé par le bloc de constitutionnalité dans sa liberté d'enseignement, bah, ça veut dire que vous laissez filer. Et là, il ne faudra pas se plaindre, quoi. Donc le droit, la liberté, c'est fait pour être utilisé. Sinon, ça disparaît. Et enfin, je suis un peu long là, mais Marion m'a dit que j'avais un petit peu plus de temps. Et donc, je le prends. Elle m'a dit que j'avais 40 minutes. Okay. Voilà. Ah, ok. Et, mais il y a un livre de François Bizot qui s'appelle Le Portail. Je raconte cette histoire parce que François Bizot, c'est un type qui connaissait extrêmement bien l'art khmer, qui était au Cambodge au moment du déferlement totalitaire des Khmers rouges, et qui se retrouve pris dans cette bourrasque-là, et se retrouve dans un camp avec Douche. Douche, c'est le second de Pol Pot, un idéologue de l'Angkar. C'est le nom
de l'idéologie Khmer Rouge. Et il écrit un livre où il raconte que, en fait, tous les jours, il voit des gens se faire tuer d'une balle dans la tête parce qu'ils ont renversé des bambous, parce qu'ils ont renversé un seau d'eau, par douche. Et tous les soirs, lui, il rediscute avec douche du droit, des fondements idéologiques de l'Ankar, de la liberté, etc. Et tant qu'il discute, il reste en vie. C'est les mille et une nuits. Et ça, à mon sens, c'est ce qu'on doit tous faire. On doit continuer de discuter. Parce que tant qu'on discute, tant qu'on met en discussion la science, tant qu'on met en discussion la démocratie, tant qu'on met en discussion le droit, eh ben, on reste en vie. Voilà ce que je voulais dire. La dernière chose, c'est éteignez la télévision, éteignez vos téléphones portables, sauf pour appeler les gens que vous aimez et rester en lien. Ne croyez pas l'interprétation algorithmique du big data pour vous dire ce qu'est le monde mieux que vous. Donc Waze ne dit pas le monde mieux que vous, c'est pas vrai. Cauchemaz et Fontanet, Ferguson ne disent pas le monde mieux que vous. L'expérience du réel, en fait, est très importante. Donc allez toucher des arbres, toucher de la beauté, toucher les autres et voilà. Et là, vous allez recommencer à prendre du courage pour transformer tout ce qui est en train de se passer. Et c'est en train de se passer. Hein. Je vous dis, la crise est une modalité de résolution. La maladie est une modalité de résolution de la crise chez les gens. Donc, elle est une opportunité qui nous est donnée et qu'il faut saisir. Ouais. Top. Tu sais que le mot crise en chinois, ça égale à opportunité. Donc, c'est très beau comme tu as dit ça. C'est super. C'est magnifique. Je retiens vraiment que tu crées un collectif intelligent, solidaire, qui soigne. Et il y a des questions, j'ai essayé de les regarder, mais je voyais tout le temps vaccin, j'ai peur du vaccin, comment je fais? Donc, c'est un peu délicat, mais je pense que tu as répondu. Oui, je pense qu'il faut utiliser par votre métaphore. droit, en fait. Oui, il y a plein de travaux là-dessus. On a fait des entretiens spécifiquement sur le vaccin. Hein. C'est une ligne rouge très complexe. D'autant que si on en parle sur YouTube, en fait, on va être censuré. Nous, on a déjà eu 3 vidéos censurées. On a été interdit de publier pendant 10 jours, puis interdit de publier pendant 15 jours en ce moment. Donc là, les gens doivent toucher du doigt quelque chose d'important. C'est pourquoi les GAFAM se permettent de définir. Enfin, voilà, on parle de tests, de vaccins, de masques. On n'est pas des dangereux anarchistes, quoi. Hein. Ouais. On parle de Oui, moins de ça. là. Donc, et pourquoi d'un coup on se retrouve censuré? En fait, les gens doivent regarder ça en face. Et je pense que dans cette idée de regarder en face, je reviens sur ce que je vous ai dit tout au début. Ouais. Il y a plein de gens qui ne veulent pas voir. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez voir, si vous avez envie de comprendre, vous avez tout ce qu'il faut. Internet suinte de sens. En fait, comme tu l'as dit, hein, il y a plein de médias, comme Xavier l'a dit, il y a plein de médias, de scientifiques, etc., qui en fait donnent des messages qui sont tout à fait justes, en fait, qui résonnent de manière juste sur le réel. Donc les gens qui ne veulent pas, qui ne voient pas, sont ceux qui ne veulent pas voir. Et ils veulent pas voir, et ça, il faut aller avoir beaucoup d'empathie pour ça. Parce que c'est extrêmement douloureux de se faire extraire, effectivement, de son réseau social, de se faire conspuer par sa communauté habituelle. On n'est pas fait pour être mis au banc. C'était la pire des peines dans la Grèce antique, à Athènes. Pire que la mort, c'était d'être mis au banc de la cité. Et donc, il faut comprendre qu'il y a des gens qui préfèrent la parité à la vérité. Ils préfèrent rester en lien que de revoir la vérité en face. Et donc, il faut y aller mollo. C'est ce qu'on dit en médecine quand il y a un diagnostic d'une maladie grave et qu'en plus le traitement n'est pas certain. Pas tout de suite. Alors, ok, super. Ouais. Alors, moi, tu sais, on va en fait inviter Pierre et Xavier et Maître Broussa sur le dernier panel où Maître Broussa va faire un debriefing et puis on va faire un dernier tour de commentaires après ton intervention et l'intervention de chacun.